Comment devenir vraiment intelligent? Je parle de vraiment beaucoup plus smart, beaucoup plus intelligent. Comment éviter de se tromper, comment développer son esprit critique, comment prendre de meilleures décisions. En 1 heure d'écoute, mes chers amis, je vous propose d'économiser littéralement des heures, voire peut-être des semaines ou des années de temps passé à étudier ces questions et à essayer de devenir plus smart dans votre quotidien. C'est en tout cas tout mon pari. Comment est-ce que j'ai fait? Ça ne vient pas de moi, je ne suis pas un génie, mais plutôt de mes invités absolument géniaux sur YouTube et mon podcast, où j'ai tout simplement été farfouillé sur plus de 300 épisodes et essayé de détecter les meilleurs moments, les meilleures pépites, tout ce qui valait vraiment la peine en plus de 7 ans de podcast et d'interviews pour vous apporter un maximum de valeur ajoutée. J'ai fait pour ça appel à plusieurs experts, neuroscientifiques, psychologues cliniciens, spécialistes en biais cognitifs, bref, la crème de la crème des spécialistes de la smartness qui vont vous donner dans cet épisode des clés ultra concrètes pour réussir à faire mieux en moins de temps en étant plus efficace. Je hais l'administratif. Oui, moi aussi. Et comme moi, à peu près tous les entrepreneurs que j'ai pu croiser dans ma vie d'ailleurs. C'est pourquoi je suis ravie de vous présenter mon sponsor, Conto. Q-O-N-T-O. Avec Conto, fini les formalités à rallonge, vous lancez votre société, il s'occupe des formalités. Statut, publication de l'annonce légale, création de votre micro-entreprise ou SAS, tout ce qu'on déteste. En 2 temps, 3 mouvements, c'est fait. Et vous, pendant ce temps, vous pouvez vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Quand j'ai créé Gemio, Conto n'existait pas. Et après avoir galéré des heures sur une plateforme soi-disant géniale qui buguait tout le temps dans tous les sens, vous savez de quoi je parle, j'ai dû aller déposer mon dossier en physique au greffe de Paris. Quelle perte de temps! Chers amis, ne faites pas comme moi à l'époque et profitez de leur offre tout spécialement pensée pour les entrepreneurs ou indépendants. Conto vous gère gratuitement votre création d'entreprise. Seuls les frais légaux restent à votre charge. Une fois votre entreprise créée, vous avez également 3 mois de compte pro offerts avec le code Pauline 2025. On va commencer tout de suite avec l'un de mes épisodes préférés, celui d'Albert Moukébert, que vous connaissez certainement de nom, ce neuroscientifique qui est également donc clinicien, psychologue, c'est-à-dire que concrètement il va aller au contact de clients pour essayer de les aider dans leur quotidien. Et ce que j'adore avec Albert, c'est qu'il n'a absolument pas sa langue dans sa poche, bien au contraire. Il adore aller contre les idées reçues, il adore essayer de nous ouvrir l'esprit pour qu'on ait justement plus de discernement. Dans le premier extrait que j'ai choisi, Albert Moukébert va nous parler de l'illusion du savoir, un phénomène très courant, beaucoup plus qu'on ne le croit, dans lequel on pense qu'on sait, alors qu'en réalité, on ne sait pas. Il va nous parler d'un de ses exemples personnels, vous allez voir, ça arrive même au meilleur, et surtout nous expliquer comment aller contre ce biais cognitif très fréquent. Vous savez, cette illusion de la compétence où on pense qu'on est capable, alors qu'en réalité, on est vraiment sur une connaissance hyper superficielle et on ne connaît pas bien, on ne maîtrise pas bien le sujet. C'est vraiment un point hyper important que je répète pour tout vous dire tout le temps à mes équipes, ce que j'appelle d'une manière pas du tout politiquement correcte, l'incompétent incompétent, ça veut rien dire, mais c'est celui qui pense qu'il sait alors qu'en réalité, il ne sait pas. Et en fait, il y a vraiment des niveaux, on va dire, dans la connaissance. Le fait de savoir qu'au moins on n'est pas compétent et qu'on n'a pas la vérité révélée est déjà une preuve, on va dire, d'une certaine sagesse et d'un certain discernement. Allez, je vous en dis pas plus, pensez bien à Socrate dans cet épisode qui nous dit, comme vous le savez, de se connaître soi-même, mais aussi et surtout que le plus important est de savoir qu'on ne sait rien. Allez, je vous laisse écouter l'extrait avec Albert Moukébert. Je pense qu'il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est que c'est une sorte de mème que je vois souvent sur Internet qui dit on pensait que le problème, c'est genre les problèmes de la société, c'était un manque d'information des gens. Aujourd'hui, avec Internet, on a découvert que c'est pas le cas. Genre, tout le monde a accès à l'information, tout le monde sait. Et le deuxième, c'est un truc qui n'a rien à voir, c'est une citation d'un poète qui s'appelle Alexander Pope, qui est pas très connu. Enfin, qui est pas très connu en France, mais qui est assez connu, on va dire, dans le pays anglo-saxon, et qui dit, c'est en anglais, mais je vais le traduire, donc si vous êtes intéressé, allez le lire en anglais, et qui dit un peu de connaissance est quelque chose de dangereux parce que ça enivre l'esprit, et ce n'est qu'en s'y abreuvant à flot qu'on retrouve sa santé mentale. Et c'est quelque chose que j'avais commencé un peu à ressentir, même en moi,
avec Internet, avec les vidéos YouTube, avec les conférences TED. Je sais pas, je regardais une conférence sur quelque chose, je sais pas, la physique quantique de 15 minutes et je me disais, c'est facile, j'ai compris. Il se trouve que je suis chercheur, j'ai aussi une thèse en neurosciences. Donc je traîne avec pas mal de chercheurs et quand je voyais des potes chercheurs qui étaient en physique par exemple, je leur posais une question sur quelque chose que j'avais compris, ou en tout cas que je pensais avoir compris sur la physique quantique. En fait, je réalisais que j'avais pas compris du tout. Pas seulement j'avais pas compris, ce que j'avais compris parfois même à l'envers. Et donc, je travaillais sur les biais déjà, et je travaillais sur les biais vite fait pour expliquer comment je suis arrivé, parce que je vais ma thèse sur les troubles anxieux. Et dans l'anxiété, ben, en fait, nos pensées sont distordues. On imagine tout le temps le pire, on catastrophise, on est hyper vigilant, etc. Et donc, c'est ça les biais cognitifs au final. Ben, je me suis intéressé à un des biais qui est l'illusion de connaissance, ce truc de penser qu'on sait. Et surtout, je viens du Liban, un pays qui a beaucoup de mal, on va dire, à se redresser, et où beaucoup de personnes savent, en tout cas beaucoup de leaders politiques, on va dire, savent comment donner l'illusion qu'ils ont compris. Et je me suis dit, en fait, un danger plus grave que l'ignorance, c'est ce nouveau truc de croire que j'ai compris quelque chose. Quelqu'un qui sait pas, on peut lui apprendre. Genre, si vous venez et vous me dites, alors, est-ce que tu peux m'expliquer quelque chose sur, je sais pas, le système limbique? Oui, je peux te l'expliquer. Et peut-être que ça va être difficile au début, mais à terme, si je le comprends assez bien, je vais pouvoir vous l'expliquer. Mais si vous venez et vous me dites, moi j'ai compris le système limbique, vous n'allez pas chercher à continuer à comprendre, parce que vous pensez que vous avez compris. Et donc, je me suis dit, ok, ce truc d'illusion de connaissance, en fait, il y a un truc à faire, parce que tout le monde veut apprendre à apprendre, mais comment est-ce qu'on fait pour apprendre à désapprendre quelque chose de faux qu'on croit être vrai? Et donc, ça m'a pas mal intéressé pendant une période, vu que je suis particulièrement intéressé par comment on acquiert de la connaissance, genre comment je sais ce que je sais. C'est vraiment le fil rouge de toutes les activités que je fais. En tant que clinicien, je m'intéresse à comment est-ce que la personne qui me consulte sait ce qu'elle sait, sur elle, sur les autres, sur son entourage. Avec mes étudiants, comment est-ce qu'on sait ce qu'on sait sur la psychologie et sur les neurosciences, parce qu'on va se tromper encore beaucoup, c'est des disciplines assez récentes. J'ai travaillé beaucoup sur la lutte contre la désinformation en ligne. Comment est-ce qu'on sait en tant que citoyen? Comment est-ce qu'on s'informe? Et j'ai découvert que plein de fois, en fait, on pense qu'on sait, et c'est souvent plus grave que ne pas savoir. J'espère que cet extrait vous a plu. Deuxième pépite pour vous, toujours avec Albert Moukébert, pour développer votre smartness, votre esprit critique. Il va nous donner ici dans cet extrait 4 méthodes hyper concrètes, des techniques ultra actionnables, vous allez voir, pour développer votre discernement. Et franchement, j'ai envie de vous dire, à l'heure des fake news, de tout ce qu'on lit sur Instagram, du moindre influenceur qui vous dit qui sait tout sur la santé, le développement personnel, etc., je trouve que savoir développer son esprit critique est devenu une compétence absolument clé. Il y a une époque où en fait on était obligé d'aller se renseigner en allant parler à des sachants, des instituteurs, des professeurs, etc. On allait dans des bibliothèques pour aller chercher des livres de référence. Maintenant on trouve tout et son contraire sur internet. Il suffit de voir à quel point même des articles Wikipédia peuvent être erronés. Bref, tout ça pour dire qu'il est impératif à l'heure de ChatGPT de réussir à développer son discernement, son esprit critique et son esprit de recherche, et c'est exactement ce que Albert nous aide à faire dans cet extrait avec, comme je le disais, 4 petites techniques assez faciles à mettre en place au quotidien. Je vous laisse écouter. Quelques pistes, je dirais, c'est se demander est-ce que j'ai besoin d'avoir une opinion sur tous les sujets. Par exemple, je sais pas, la situation politique en Argentine avec Javier Milei. Est-ce que je vais investir genre une semaine de mon temps pour vraiment comprendre les tenants et aboutissants? Tu veux dire que moi, en tant que personne, est-ce que j'ai besoin d'avoir un avis? Est-ce que j'ai besoin d'avoir un avis? Est-ce que j'ai besoin d'avoir un avis sur est-ce que les trous noirs sont une dimension qui nous emmène dans dans un autre univers, ou est-ce que c'est quelque chose qui mène au néant? Donc la première question, c'est est-ce que j'ai besoin d'avoir un avis? Est-ce que cet avis, il est opérationnel? Est-ce que je vais faire quelque chose avec cet avis, ou est-ce que je peux me dire, en fait, je suis incertain et voilà, genre. Mais d'ailleurs, c'est hyper frais ce que vous dites, parce que je trouve, je suis désolée, je vous interromps plus, ce côté de, en fait, assumer, qu'on n'a pas d'avis, et aujourd'hui, c'est un peu frowned upon, c'est-à-dire c'est mal vu, et puis deux, assumer aussi ou qu'on ne sait pas, ou qu'on n'a pas la vérité sur tout, enfin, c'est un peu mal vu, je trouve, aujourd'hui. Ouais, mais je pense que c'est parce qu'on le fait pas assez, mais je pense que si on le fait... Je viens de sortir un livre et j'ai fait une interview avec un journaliste quand le livre est sorti, et sa première question c'était, il m'a dit pourquoi tu scies la branche sur laquelle tu es assis? Je fais un livre en fait, les neurosciences, on ne sait pas grand chose. Je fais un livre comme ça pour dire on ne sait pas. Mais je pense qu'il faut
pratiquer ce qu'on veut, Ouais. ce qu'on veut qu'on fasse. Donc si je dis il faut ne pas avoir un avis ou il faut dire on ne sait pas, il faut que je commence par moi et dire on ne sait pas. Donc ça c'est la première chose. Est-ce que j'ai besoin d'avoir un avis euh, sur un sujet qui n'est pas important pour moi et sur lequel je ne vais pas agir. Deux, quand j'ai un avis, je peux le pondérer. C'est-à-dire, moi, parfois, il y a des conférences, des gens peuvent trouver des vidéos de moi en ligne où je vais dire, bah, sur ce sujet, mon avis est celui-là, et je lui fais confiance à, je sais pas, 63%. Comment je suis arrivé aux 63%, c'est un peu aléatoire. Mais le but, c'est pas que ça soit exact. Le but, c'est juste que je me garde dans ma tête, mentalement, une sorte de marge de manœuvre pour changer d'avis, parce que je sais que je suis pas certain sur ce truc. Il y a des choses sur lesquelles je suis certain à 99% et d'autres sur lesquelles je suis certain à 20%. Donc pondérer son opinion, de ne plus avoir des avis qui sont tranchés. Tac, tac. Le troisième, c'est combien est-ce que j'ai passé de temps sur ce sujet. Si par exemple, là, je reçois pas mal de messages, pas mal de mails, et parfois il y a des gens, je suis certain, qui sont hyper bien intentionnés, qui me disent je vais vous proposer mon modèle du lien, je sais pas, du fonctionnement de la cognition. Donc sujet hyper compliqué, sur lequel des milliers de chercheurs bossent tous les jours. Si ça se trouve, quelqu'un va intuitivement le résoudre, mais si je pense ça, il faut que je me demande pourquoi est-ce que moi j'ai réussi à trouver quelque chose que des milliers de gens qui bossent sur ça tous les jours, depuis des années, du matin au soir, n'y arrivent pas. Donc, combien de temps est-ce que j'ai investi? 3, de confronter. L'esprit critique, c'est pas penser par soi-même. L'esprit critique, c'est souvent penser contre son cerveau avec les autres. Donc, qu'est-ce que pensent les gens qui travaillent sur ce sujet? Ça veut pas dire que les experts peuvent pas se tromper, mais c'est des pourcentages. Genre, il y a beaucoup moins de chances que 100 experts se trompent que pas. Et donc, si moi, je veux dire, je sais pas, que on n'utilise que 10% de notre cerveau et que tous les neuroscientifiques sur les 20 dernières années disent que c'est faux, soit j'ai vraiment une raison hyper solide de le penser, soit il faudrait vraiment que je change d'avis. Vous voyez, je pense que dans cet extrait, à quel point il est important d'avoir du discernement et de faire en sorte de développer son esprit critique. Je pense sincèrement que c'est une clé pour réussir à émerger aujourd'hui, que vous soyez entrepreneur, que vous soyez à votre compte, indépendant et que vous ayez envie de développer votre business, mais aussi sincèrement si vous êtes dans le monde professionnel, en fait c'est une des clés pour moi pour réussir à émerger, pour réussir à être un bon professionnel, ne pas se laisser avoir par des prestataires, des fournisseurs, des gens qui sincèrement essayent de vous entuber toute la journée, et donc réussir à faire en sorte de développer son esprit critique est absolument clé. Allez, trêve de bavardage, on va passer à mon extrait numéro 3, toujours avec Albert. Forcément, il est absolument génial, il y a tellement de pépites dans cet épisode. D'ailleurs, je vous conseille vivement de l'écouter. Je vous mets le lien dans les notes là sur YouTube et aussi sur le podcast, parce que franchement, cet épisode est pépite. Il a même fait, je crois, 100 000 vues sur YouTube. Enfin, c'est absolument un carton. Bref, tout ça pour dire que j'ai un 3e épisode pour vous. Vous allez voir, ça paraît tout simple, mais pourtant, c'est tellement important de s'en rappeler. J'ai voulu vous faire une petite piqûre de rappel, et à moi-même aussi en écoutant cet épisode. Je vous laisse écouter, vous me direz juste après ce que vous en avez pensé. Je pense pas que le cerveau aime la simplicité, le cerveau aime bien le faire sens. C'est comment qu'on lui explique. Par exemple, moi, j'ai écrit Neuromania, j'espère qu'il est simple. Mais j'espère surtout qu'il n'est pas simpliste. Oui. J'espère qu'il est complexe, mais j'espère qu'il n'est pas compliqué. Je pense qu'un vrai expert, son métier, en tout cas moi, c'est comme ça que je considère mon métier, en espérant que je suis un vrai expert, c'est de pouvoir faire des choses simples, mais qui maintiennent la complexité du sujet d'origine, et pas faire des trucs simplistes qui trahissent, ou des trucs compliqués où les gens ne comprennent plus. Et le but, c'est pas du tout de faire ce qu'on appelle en anglais du gatekeeping, c'est que personne n'utilise le mot biais cognitif si on est un expert. Moi, je suis très content que vous utilisiez le mot biais cognitif, et je suis très content que les gens utilisent des concepts issus des sciences cognitives, des neurosciences, de la psychologie. Mon problème, c'est plus quand des gens veulent utiliser ces mots mal, et surtout ne veulent pas se remettre en cause quand on leur fait savoir. C'est-à-dire, moi, mon livre est sorti il y a 3-4 semaines, un chercheur m'a envoyé un message il y a quelques jours, il m'a dit « J'ai lu ton livre, j'ai adoré, mais tu sais, il y a un article que tu cites où tu dis ça, et c'est pas vraiment précis. » En fait, ils disent un truc un peu différent, et voilà quelques autres articles qui viennent montrer qu'en fait, non, c'est pas exactement ce que tu dis. J'ai directement envoyé un mail à mon éditeur, je lui ai dit, si on réimprime, si le livre marche bien, et si on réimprime, est-ce qu'on peut rajouter une toute petite phrase qui nuance ce que je dis? Dans la big picture, comme on dit, cette phrase, elle est complètement pas importante. Il n'y a rien qui dessert le propos du livre. C'est vraiment une sorte de... Si vous voulez, je peux vous dire c'est quoi. Genre, il y a une expérience que je cite d'un chercheur qui s'appelle Franz de Waal, avec des singes capucins qui refusent d'être payés 2 salaires différents pour une même tâche. Genre, c'est un truc sur l'inégalité salariale chez les singes. Et en fait, je dis, les singes rejettent. Et en fait, dans l'article initial, je l'ai loupé, où je pensais que c'était pas important de le mettre, parce que c'était il y a longtemps que j'ai écrit ça. C'est pas tous les singes, c'est juste les singes femelles. Il me dit, c'est juste les singes femelles, et chez d'autres animaux, ça semble ne pas fonctionner.
Je lui ai dit merci beaucoup. Je vais changer la phrase. Je lui ai pas dit non, j'en ai rien à foutre, dégage, c'est pas important. Même si c'est pas très important, mais c'est important d'écouter des gens parce que cette personne probablement travaille sur des primates alors que moi pas, et donc elle s'y connaît mieux que moi. Mon problème, c'est plus ça. C'est quand on transforme la connaissance en une sorte de business, on se dit, bah si moi j'accepte ce que dit Albert Moukébert sur les tests de personnalité, et moi j'ai une boîte de formation et d'orientation basée sur les tests de personnalité, qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais continuer. Et voilà, c'est terminé pour ces extraits avec Albert Moukébert. Je serais très curieuse de savoir ce que vous en avez pensé. Dites-le moi là en commentaire sur YouTube ou envoyez-moi un DM sur Instagram, un message privé ou pourquoi pas sur LinkedIn. Je réponds à tous mes messages, en tout cas j'essaye, en tout cas je les lis et donc ça me ferait très très plaisir de savoir ce que vous avez pensé de ces extraits avec Albert. Maintenant on va passer à mon deuxième expert. Cette fois-ci il s'agit d'Olivier Sibony. J'ai fait un épisode de podcast aussi absolument génial avec lui, je vous invite à l'écouter, mais si vous n'avez pas le temps, eh bien là je vous ai concocté le best-of avec Olivier, et Olivier, pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore, est un professeur affilié à HEC qui a été chez McKinsey pendant 25 ans. Il a concrètement conseillé des entreprises du plus haut niveau sur comment prendre de meilleures décisions et aussi comment ne pas se tromper dans leurs décisions, comment aller plus vite dans la prise de décision. Bref, c'est un sujet que je trouve absolument passionnant, à la fois sur les biais cognitifs, qu'est-ce qui impacte nos décisions, qui fait qu'on prend de mauvaises décisions, mais aussi du coup comment réussir à avoir un peu un framework, finalement comment réussir à avoir une structure qui nous permet d'être plus systématique et de pas se tromper, quoi, de prendre de meilleures décisions dans notre quotidien. Vous allez voir, c'est beaucoup plus concret que ça en a l'air. Et ça commence par un premier extrait que j'avais envie de mettre en avant avec Olivier. Il est absolument génial, je vais vous dire, c'est mon préféré avec lui parce qu'on va parler d'intuition. Et je trouve qu'on dit tout et son contraire sur l'intuition. En général, on dit soit que l'intuition c'est absolument génial, qu'il faut toujours uniquement écouter son instinct, soit on dit que ça sert à rien et qu'en tout cas c'est pas du tout rationnel et que l'intuition c'est un truc de femme, de nana créative mais qui part dans tous les sens, ou d'hommes d'ailleurs créatifs aussi, bien souvent quand même des femmes. Et donc bref, tout ça pour dire qu'il y a quand même un gros bagage, je trouve, autour de l'intuition. Et ce que j'ai trouvé absolument génial dans cet extrait, c'est que Olivier va nous expliquer concrètement quand est-ce qu'il faut écouter son intuition. Il y a des règles en fait toutes simples à suivre, il les a étudiées, il les a même créées, et quand est-ce qu'il ne faut pas écouter son intuition, parce qu'en fait, à ce moment-là, ça devient non pas de l'expérience, mais ça devient un espèce d'énorme biais cognitif géant. Donc j'ai trouvé que cet extrait était très intéressant, parce que personnellement, je l'utilise dans mon quotidien, et bien souvent maintenant je me pose la question et je me dis, mais attends, là est-ce que c'est de la vraie bonne intuition, ou est-ce que je suis juste en train de me faire embarquer par l'un de mes très très nombreux biais cognitifs? Je vous laisse écouter, vous me direz après ce que vous en avez pensé. Et en fait, la réponse est très simple. Elle se résume à 3 conditions. Pour qu'on puisse faire confiance à son intuition, quelles conditions doivent être réunies? Première condition, il faut qu'on soit dans un environnement régulier. Ce qui ne veut pas dire stable, mais un environnement où les mêmes causes produisent les mêmes effets, où les règles du jeu sont toujours les mêmes, où ce qu'on a appris par le passé est un bon guide de ce qui va se produire dans le futur. Si je suis joueur d'échecs, mon intuition sur une partie d'échecs est prise dans un environnement régulier parce que les règles du jeu d'échecs ne changent pas. Donc la première condition, c'est que vous jouez toujours au même jeu et les règles du jeu ne changent pas. Un environnement régulier. Deuxième condition, si je suis joueur d'échecs, mon intuition elle est bonne parce que j'ai joué des centaines et des milliers de parties et étudié encore des milliers d'autres parties. Moi, mon intuition aux échecs, elle vaut pas tripette parce que je n'ai pas joué des milliers de parties, et pour d'autres raisons aussi d'ailleurs, mais essentiellement parce que j'ai pas d'expérience. Donc la deuxième condition, c'est d'avoir beaucoup d'expérience dans cet environnement, d'avoir pris beaucoup de décisions. Et la troisième condition, c'est qu'il faut que, à chaque fois qu'on ait pris une de ces décisions, on ait eu un feedback exact sur est-ce que cette décision était bonne ou mauvaise. Prenons un autre exemple, vous jouez au tennis, vous essayez d'ajuster la longueur de vos coups, vous voyez quand est-ce que c'est trop long, quand est-ce que c'est trop court. Si maintenant je vous montre pas la ligne de fond de cours, ça va être difficile de progresser. Si vous n'avez pas de feedback, vous pouvez pas savoir si vous tapez trop fort ou pas assez. Donc, quand ces 3 conditions sont réunies, R comme un environnement régulier, E comme beaucoup d'expérience, F comme un bon feedback, REF pour se le rappeler, quand ces 3 conditions sont réunies, allez-y, suivez votre intuition. Donc par exemple, si vous êtes joueur d'échecs, formidable, vous avez une intuition qui s'est développée et qui devient de plus en plus valide au fur et à mesure que vous jouez des parties, c'est super. C'est comme ça qu'on devient un expert. En fait, l'intuition, c'est l'expertise. Quand on est dans un domaine où on est un expert de quelque chose, oui, il faut absolument faire confiance à son intuition. Quand on est dans un domaine où on n'est pas un expert, ce qui est très compliqué, c'est que subjectivement, on peut éprouver
le sentiment d'avoir une intuition avec autant de force, et quelquefois plus, que quand on est un expert. Et pourtant, la sagesse voudrait qu'on n'en tienne pas compte. Donc voilà la question à se poser. Quand on a une intuition, quand on a une décision à prendre, la question à se poser, c'est est-ce que je suis une experte de cette décision? Est-ce que c'est une décision qui ressemble beaucoup à des décisions que j'ai déjà prises? Et par exemple, je prends un exemple dans un domaine que vous allez connaître, des décisions produits. Vous avez un jugement esthétique sur vos produits, vous avez pris des tas de décisions de jugement sur des produits, est-ce que je le lance, est-ce que je le lance pas? Est-ce que c'est un produit qui correspond à ma marque? Est-ce que c'est un produit qui ne correspond pas? Je me rappelle une conversation avec un patron d'une très très grande maison de luxe qui disait « Moi, mon job, je suis président d'une maison qui fait des milliards de chiffre d'affaires, mais mon job le plus important, c'est de savoir quand un produit est un produit X, le nom de la maison, et quand c'est pas un produit X. Et ça, il n'y a que moi qui peux le dire, parce que des produits comme ça dans l'histoire de la maison, j'en ai vu des centaines, et j'ai vu lesquels marchaient, j'ai vu lesquels marchaient pas. Il n'utilisait pas ce langage-là, mais il disait en fait exactement la même chose que ce que j'essaye de vous dire, c'est que savoir quels produits vont marcher dans un environnement qui, même s'il change bien sûr, est toujours celui du luxe et de cette maison-là, et avoir pris des tas de décisions, avoir vu ce qui marche et ce qui marche pas, lui donne à lui un jugement, une intuition valide, beaucoup plus valide que l'intuition du chef de produit qui est super convaincu que son nouveau produit est super bon et qui a fait une étude et qui a des chiffres pour vous le prouver. Donc là, c'est le président de la maison qui doit faire confiance à son intuition. Maintenant, et d'ailleurs, dans ce cas, je me permets de vous interrompre, j'ai presque l'impression que ce n'est pas de l'intuition, mais comme vous dites, c'est un jugement. Puisqu'en fait, ça repose sur une expertise. Lui, il le perçoit comme une intuition, c'est-à-dire qu'il sent ce qui va marcher et ce qui va pas marcher. Mais vu de l'extérieur, nous, on le respecte à juste titre comme le jugement d'un expert. Et la raison pour laquelle il doit faire confiance à son intuition, c'est qu'il est expert. Maintenant, quand le même homme recrutait un directeur de l'informatique, ne connaissant pas grand-chose à l'informatique, vu que son métier, c'était... de faire des bijoux ou des sacs. Et à la fin d'un entretien de 40 minutes, était absolument convaincu d'avoir affaire au candidat idéal parce que vraiment il le sentait bien, il avait aussi une intuition très forte. Mais cette intuition valait pas tripette. Parce qu'il n'avait pas recruté des tas de directeurs informatiques, et que même s'il en avait recruté plusieurs, c'est très difficile d'avoir une lecture objective de leur performance, et que même s'il l'avait eu, il n'est pas sûr que cette lecture aurait été correcte. Alors ça c'est génial, non? Vous trouvez pas? Personnellement, je vous dis, j'applique cette méthode maintenant dans mon quotidien. C'est tout simple, mais juste le fait d'y penser, juste le fait de me dire, mais attends, est-ce que c'est de la bonne intuition ou de la mauvaise intuition? Franchement, je trouve que mes décisions sont beaucoup plus sereines et je me pose beaucoup moins de questions au quotidien. J'ai beaucoup moins de doutes en me disant, est-ce que je dois suivre mon intuition ou pas? Donc franchement, adoptez ce framework, vous allez voir, c'est absolument génial. On passe sur un deuxième extrait que j'avais envie de mettre en avant avec Olivier. Celui-là, franchement, je pouvais pas ne pas le mettre. Il est pépite totale parce que concrètement, il va vous donner vraiment les clés une à une, la méthode pas à pas pour prendre de meilleures décisions. Il a vraiment travaillé une méthode, si vous voulez, en quelques étapes. Vous allez voir, c'est pas très compliqué en plus. C'est très très actionnable pour que vous arriviez à ne pas vous tromper, quoi, et à prendre de meilleures décisions dans votre quotidien, des décisions qui sont plus basées sur la rationalité ou en tout cas qui sont basées sur des faits qui peuvent vous emmener dans la bonne direction. Personnellement, je l'implémente aussi au quotidien. Une fois de plus, c'est tout bête, hein. Je passe pas 10 ans à réfléchir et à écouter le podcast d'Olivier en long, en large, en travers, non. Mais à chaque fois maintenant, j'ai ce petit réflexe depuis qu'on a fait cet épisode ensemble de me dire, ah mais est-ce que je suis globalement les quelques grandes étapes d'une bonne prise de décision? Et vous allez voir, c'est life changing, ça fait une énorme différence. Je n'en dis pas plus, vous me direz ce que vous en pensez juste après. C'est exactement ça. Et comme toujours, c'est parce que c'est difficile que ça a de la valeur. Si c'était facile, tout le monde le ferait, et c'est parce que c'est difficile que ça apporte un avantage à ceux qui vont bien le faire. Pour le rendre un petit peu moins difficile, il y a un truc, c'est d'en faire une routine, c'est d'en faire une habitude. C'est comme d'aller faire du sport. Bah, si on a l'habitude d'aller faire du sport tous les matins, ça devient plus facile que s'il faut à chaque fois se dire « Allez, aujourd'hui, je m'y mets ». Ouais. Donc, je prends un exemple, tout bête. Vous animez des réunions de votre équipe de direction, vous avez les gens autour de vous, vous voulez, comme vous dites, aller chercher la petite bête. Et vous savez que vous allez toujours être tenté de mener la discussion dans un sens qui va rapidement conclure à l'idée que vous aviez déjà en tête. Donc en fait, la tentation, qu'ont tous les dirigeants, c'est de faire un pseudo tour de table où on dit, bon ben, je crois que c'est une très bonne idée, mais bien sûr, je veux entendre ce que vous en pensez, n'est-ce pas? Donc allez-y, dites-moi ce que vous en pensez. Et en fait, là, tout le monde a très bien compris que
ce que vous voulez entendre, c'est qu'ils sont d'accord. Vous croyez que vous construisez un consensus, mais en réalité, ceux qui pensent que c'est pas une bonne idée n'en pensent pas moins, simplement ils vont pas perdre leur temps à le dire parce que ça sert à rien, et vous les avez pas écoutés. Si vous avez une routine dans votre comité de direction qui vise à contrecarrer ça, ça va beaucoup mieux se passer. Quelle routine? Je vous donne 2 exemples, qui prennent chacun entre 30 secondes et 2 minutes. La version qui prend 30 secondes, c'est... on va faire un tour de table, je voudrais savoir ce que vous en pensez. Avant que vous disiez ce que vous en pensez, vous prenez une feuille de papier et vous écrivez dessus les 3-4 points que vous voulez partager avec tout le monde pour et contre cette décision. 30 secondes, chacun écrit ses points pour et ses points contre, et on fait le tour de la table. Ça a la grande vertu d'abord de vous faire gagner du temps, parce que les gens qui auraient parlé pendant 2 minutes vont parler en fait 1 minute, simplement parce qu'ils auront organisé leurs idées avant de parler, c'est déjà ça. Et en plus, vous allez avoir un grand avantage, c'est que les gens vont vous donner leur pour et leur contre. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que le groupthink, la pensée de groupe, se nourrit du consensus trop rapide. Supposons qu'on est, vous et moi, juste tous les deux, en train de prendre une décision. Et supposons, pour simplifier, que cette décision est une somme de pour et de contre qui pèsent tous le même poids. Moi, j'ai 3 pour et 2 contre, donc je suis pour. Et vous aussi, vous avez 3 pour et 2 contre, donc vous êtes pour aussi. Si vous nous demandez juste à tous les deux, est-ce qu'on est pour? On est tous les deux pour. Donc pour à l'unanimité, super. Si vous nous demandez à tous les deux nos raisons pour et nos raisons contre, et qu'on découvre que nos 3 raisons pour sont exactement les mêmes, mais que nos 2 raisons contre sont complètement différentes, la somme de nos points de vue, c'est 3 pour et 4 contre. Et tout d'un coup, en fait, on est tous les deux convaincus, parce qu'on a vu les cartes de l'autre, on est tous les deux convaincus qu'en fait, il faut pas y aller, c'est pas une bonne décision. Donc là, on a été beaucoup plus intelligents ensemble que séparément. Mais si on n'avait pas demandé à chacun de nous donner son pour et son contre, on n'aurait jamais su ça. Et donc en fait, si on veut être plus intelligent en groupe que tout seul, il faut que chacun des membres du groupe exprime la totalité de ce qu'il pense et de ce qu'il sait, et pas seulement la bottom line de son opinion nette sur la décision à prendre. Donc première technique, c'est demander aux gens d'écrire le pour et le contre avant de faire le tour de table. Vous n'allez pas me dire que ça prend longtemps et que ça va ralentir vos décisions. Non, clairement, j'ai très envie de le mettre en place, Olivier, et pour tout vous dire, je pense qu'il y a même une autre vertu, c'est que ça donne aussi une parole un peu plus équilibrée à des personnalités qui sont parfois plus ou moins introverties et qui vont plus ou moins facilement s'exprimer. Comme vous dites, il y en a qui vont parler pendant 20 minutes, sincèrement pour ne rien dire, et à l'inverse, ceux qui ont des choses intéressantes, parfois ne parlent pas pour des raisons personnelles. Absolument, pour des raisons de personnalité, pour des raisons de timidité, etc. Et donc ça va avoir cette vertu supplémentaire, et quand vous allez en faire une habitude, une routine, que ça va devenir un fonctionnement aussi naturel de votre comité de direction que de servir le café au début de la réunion, et ben en fait vous allez vous apercevoir que c'est hyper puissant. Deuxième idée, qui là est un énorme investissement de temps, ça va vous prendre 2 minutes. Alors, je sais que Terrible. Vous êtes pressé, vous voulez prendre des décisions rapides, hein, Pauline, mais quand même. On se le dit, dans l'urgence. Je sais, je vous ralentis beaucoup. Ça s'appelle le pré-mortem. Alors le pré-mortem, c'est une invention de Gary Klein, dont je vous parlais tout à l'heure, qui consiste à faire la chose suivante. Vous êtes sur le point de prendre une décision. Par exemple, vous allez, je sais pas, investir dans une nouvelle usine. Allez, soyons fous. Et vous dites, bon, on est tous d'accord, on en a discuté à fond, on a entendu le pour et le contre, on a fait les tours de table. Maintenant, on va supposer qu'on est en 2028, dans 3 ans, et que cette décision a été un échec total. Et on est réunis autour de la table pour en faire le post-mortem, l'autopsie. Que s'est-il passé? Et là, même technique, chacun prend une feuille de papier et écrit, pendant 2 minutes, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 3 années? On est en 2028, que s'est-il passé? Ils vont l'écrire au passé, c'est-à-dire nous avons échoué parce que, et ensuite vous allez faire le tour de table et ils vont dire bah, si on a échoué en 2028, c'est parce que. Pourquoi est-ce que ça marche? Parce que quand on est dans l'enthousiasme de prendre une décision, dans un sens ou dans l'autre, la tendance au consensus va être très forte et les gens qui ont des réticences vont avoir tendance à ne pas les exprimer. En faisant ça, vous les forcez un petit peu à s'exprimer, vous créez une sorte de concours entre les gens qui vont participer au tour de table ensuite, pour voir qui va avoir le plus d'idées et qui va avoir construit le scénario le plus cohérent. Et puis il y a une autre raison qui est très amusante cognitivement, c'est qu'on est toujours
très bon pour expliquer ce qui s'est passé, bien meilleur, en fait, pour expliquer ce qui s'est passé que pour imaginer ce qui pourrait se passer. Quand on vous demande aujourd'hui d'expliquer pourquoi Bachar el-Assad est tombé, ce que personne ne voyait venir une semaine avant qu'il tombe, vous avez des tas d'explications. C'était écrit, ça devait arriver. Quand on vous demande d'expliquer pourquoi Trump a été élu, vous dites c'était évident, en fait, on sait tous pourquoi Trump a été élu, on a des tas d'explications. N'empêche qu'avant que ces événements se produisent, on n'en avait pas idée, on était même pour certains incapables de les imaginer. Donc, se placer dans un avenir où s'est produit quelque chose que vous craignez, vous force à imaginer les scénarios que vous avez beaucoup de mal à imaginer, vous aide à imaginer les scénarios que vous avez beaucoup de mal à imaginer, en vous plaçant dans le futur et en vous faisant réfléchir au passé, ce que vous êtes en fait bien plus doué pour faire. Donc voilà une deuxième technique, le pré-mortem. Il y en a des tas d'autres. Hein. J'ai ajouté 3 minutes à toutes mes réunions grâce à vous, là. C'est terrible. Par exemple, il y en a 38 autres dans le livre que j'ai écrit là-dessus, qui s'appelle « Vous allez commettre une terrible erreur ». Il y a 40 idées en tout, qui sont toutes des idées pratico-pratiques comme ça. Mais vous voyez que c'est pas des idées bureaucratiques. Quand je parle de méthode, souvent les gens me disent « Oulala, mais alors, un gars chez McKinsey qui vient nous parler de méthode, ça va être terrible ». Je comprends tout à fait la réticence. Je sympathise avec ce point de vue, mais j'essaye de parler de choses qui sont vraiment pratico-pratiques. On passe désormais à ma troisième experte. C'est une femme, Hélène Lee Bouygues, que j'admire énormément. Je l'ai interviewée il y a quelques temps sur le podcast et franchement cet épisode m'avait marqué. Je l'ai enregistré je crois en 2021 et j'avais vraiment envie de le remettre en avant parce que déjà Hélène Lee Bouygues n'est pas très connue du grand public et c'est un peu ma spécialité, vous savez, sur YouTube et sur le podcast, de mettre en avant des personnalités qu'on ne voit pas partout mais qui ont énormément de valeur ajoutée à vous apporter et donc c'est ce que j'ai voulu faire dans l'extrait que je vous présente aujourd'hui. Alors d'abord, qui est Hélène Lee Bouygues ? Elle compte parmi les femmes les plus expérimentées dans le domaine de la transformation d'entreprise. Elle a exercé des responsabilités dans plus d'une dizaine d'entreprises de très très haut niveau en tant que directrice générale, directrice de la transformation, directrice financière. Bref, la transformation, la prise de décision, je peux vous dire qu'elle connaît. En 20 ans de carrière, elle a levé des centaines de millions de dollars en levée de fonds. Et puis, au-delà de ça, elle s'intéresse énormément, et c'est tout le propos du jour, à l'esprit critique, au discernement. Elle a même créé une fondation qui s'appelle Reboot, qui vise à aider nos sociétés à développer leur esprit critique. Et l'extrait que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est un extrait que je trouve très touchant, parce qu'elle nous parle de sa fille Daphné, et de comment Daphné, à un moment donné, s'est fait embarquer quand elle faisait une recherche pour son école, et comment elle s'est fait embarquer par les outils modernes, vous savez, les Wikipédia, le web, etc. Et à quel point Hélène a eu à ce moment-là une révélation en se disant non mais il faut absolument que j'aide le monde et la société à développer son esprit critique parce qu'en fait la petite fille Daphné n'avait pas compris que elle était en fait dans un espèce de giga biais cognitif et qu'elle avait uniquement une version des faits quand elle faisait ses recherches sur internet. Bref, je trouve que cet extrait il est fort parce que il est extrêmement personnel et donc j'avais vraiment envie de le mettre en avant pour vous faire prendre conscience aussi de l'importance de vraiment cet esprit critique et à quel point on peut parfois être enfermé dans un silo dans lequel on pense avoir la vérité, alors qu'en réalité, on en voit uniquement une seule face. Je vous laisse écouter. Ma fille Daphné, elle aura 11 ans cet été et j'ai créé la fondation Reboot en 2018, vraiment suite à un événement que j'ai eu avec ma fille. Elle rentre de l'école et elle avait 10 phrases à écrire sur François Ier. Donc, elle m'a demandé mon ordinateur, donc je l'ai observé. Elle est allée directement sur Internet Explorer. Elle va chez Wikipédia. Elle a cliqué sur Wikipédia, elle lit quelques phrases sur François Ier, elle sort son cahier, elle commence à écrire. Bon, elle n'a pas copié-collé, heureusement. C'est bien. Mais néanmoins, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'elle avait 2 livres sur François Ier dans sa chambre, dont je savais qu'elle a déjà lu. Donc j'ai posé la question à Daphné en disant « Mais pourquoi tu ne regardes pas ton livre que tu as déjà lu sur François Ier pour ton devoir ?» Et elle m'a dit « Maman, tu es tellement stupide. C'est beaucoup plus rapide si je regarde sur Wikipédia pour écrire 10 phrases. » Donc en fait, ça m'a fait une réflexion comment les enfants aujourd'hui apprennent très différemment de notre génération.
Nous, qu'on avait des devoirs, une question à poser, on n'a même pas l'air soit dans la bibliothèque ou même encyclopédie, etc. Et aujourd'hui, c'est la réalité. Même nos enfants, 90% de renseignements qu'ils cherchent, c'est par Internet. Donc, je me demandais, qu'est-ce que je fais différemment au niveau enseignement pour ma fille avec ce phénomène? Et ma réponse était, je faisais rien différemment. Donc, je commençais à faire des recherches en disant, qu'est-ce qu'il faut faire attention, etc. dans le monde digital, parce qu'objectivement, c'est quand même quelque chose, un phénomène assez nouveau. Et j'ai lu 300 articles disponibles sur pourquoi le iPad, l'iPhone, l'écran, les tablettes sont mauvais pour les enfants, mais pas forcément au niveau éducation, qu'est-ce qu'on doit faire différemment. Et donc, j'ai commencé à m'interroger et au final, ce que j'ai vu, c'est que il faut très tôt donner l'outil pour les enfants dans le raisonnement critique à cause de l'effet que tout ce qui est sur Internet et le monde digital force les gens à être des gens de mieux consommateurs de renseignements. Et pour faire ça, il faut vraiment des applications de raisonnement critique. Et avec ça, je me suis rendu compte que ce qui est disponible pour les outils pragmatiques, y compris pour les adultes, ne sont pas vraiment disponibles dans le domaine de raisonnement critique. Et à l'école, on fait quasiment pas. Ouais. Donc, c'est ça qui a mené vraiment la création de fondations, parce que je me suis dit, si moi, tant que maman, j'ai pas l'outil et j'ai besoin d'aller chercher, si on peut rendre ça disponible facilement pour les parents et pour les enseignements, est-ce que c'est pas mieux? Et c'était grâce à ça qu'on a créé la Fondation Reboot en 2018, en fait. On passe à mon dernier invité et pas des moindres, Fabien Olicard, que vous devez connaître, connu pour être mentaliste, pour être youtubeur. Il a écrit, je crois, plus d'une dizaine de livres, à chaque fois des best-sellers. Il s'intéresse profondément au développement personnel, mais surtout à comment utiliser son esprit pour faire plus en moins de temps, avec plus d'efficacité. C'est une personnalité que j'adore. Fabien est un mec absolument génial. Au-delà, sincèrement, d'être vraiment brillant, c'est quelqu'un de fondamentalement gentil, de bienveillant. Et donc je suis d'autant plus contente de mettre en avant cet épisode, et d'autant plus qu'il n'a jamais été diffusé sur le podcast, donc c'est un peu une nouveauté pour vous. J'ai très très envie que vous me disiez ce que vous en avez pensé. C'est une vidéo que j'avais enregistrée sur YouTube il y a quelques années, pendant le Covid pour tout vous dire, où Fabien était venu chez moi et on avait discuté un peu à bâton rompu de comment il fait pour apprendre. J'ai toujours été fascinée par la méthode Fabien Olicard, c'est comme ça que je l'appelle en tout cas, c'est-à-dire sa capacité absolument démentielle à apprendre hyper vite, à se concentrer sur des sujets, à être hyper productif, sous les hyper concentré. Et ça m'a beaucoup inspiré, donc j'avais très envie de rediffuser cet épisode en entier, mais je me suis dit pourquoi ne pas concentrer vraiment l'essence de cet épisode et vous en faire un best-of avec les meilleurs extraits. C'est exactement ce que vous allez avoir ici. Dans cet extrait en particulier, Fabien nous montre comment se concentrer sur une tâche à la fois pour faire peut-être moins, mais mieux, beaucoup plus rapidement. En tout cas, je vous laisse écouter. Une chose est sûre, c'est que le cerveau, il est associatif et comparatif. Donc, si tu le mets focus sur une bulle, de toute manière, il va créer des réseaux neuronaux qui vont être complètement dédiés à ça, où tout va s'interconnecter. Et je pense que c'est bon pour les phases d'apprentissage, de démarrage d'apprentissage. C'est très bon là-dessus, parce qu'après, comme il est associatif et comparatif, il faut au contraire le nourrir d'autres choses pour que lui fasse des associations d'idées un peu bizarres et aille piocher... Par exemple, moi, pour la scène, je vais piocher aussi dans ce que vont faire des danseurs, des énergies de film, des choses comme ça qui n'ont rien à voir avec ma scène, tu vois. Mais au départ, oui, c'est tout à fait favorable, en fait, pour le cerveau. Et puis parce que aussi, tu as la mémoire à court terme qui fait son travail et qui tire encore ses leçons d'expérience sans que tu aies besoin de faire des débriefs notés, parce que tu es vraiment dans le bain, en fait, tout le temps. Donc, tu peux rectifier le tir de ta lancée en permanence parce que t'es pas vraiment lancé. En fait, c'est ça aussi qui est fou, c'est que tu peux te permettre quelque chose que tu pourras plus jamais te permettre, c'est-à-dire tu n'existes pas et ton projet n'existe pas vraiment, parce que si on parle de quelque chose qui a besoin d'une audience, il n'y a pas d'audience. Donc tu peux tout essayer, tu peux faire de l'A/B testing sur 100 personnes, tu ne feras pas de l'A/B testing de la même manière quand tu auras 1 million de personnes qui écouteront ton sujet, parce que tu as un devoir de résultat déjà à ce moment-là. Là, tu dois à rien à personne. Et c'est ce qui m'éclate quand je fais mon podcast aussi, de me dire on est quand même une communauté plutôt discrète, et donc je peux essayer n'importe quoi, je vais même avoir leur feedback, donc c'est génial, quoi, tu vois. Mais pour que ça fonctionne, il faut en faire tout le temps et très régulièrement, parce que tu vas déjà faire le premier truc important aussi, c'est que tu vas désacraliser tout ce que tu fais.
C'est hyper riche ce que tu dis. Et en fait, c'est drôle, j'y avais jamais pensé, mais la manière dont on parle, je me suis rendu compte que tu es en train de recréer finalement l'état d'esprit d'un enfant qui apprend. Oui, mais c'est exactement ça. Tu reviens au départ et c'est eux qui apprennent le plus vite. Ouais, complètement. C'est tout désacralisé, pas avoir peur du jugement. De toute manière, tu n'as pas le temps de te juger toi-même. Ouais. Les autres, s'ils te jugent, c'est déjà sur le passé parce que tu es déjà sur la nouvelle chose, la même étape. En gros, c'est exactement la même manière dont il faut apprendre une langue. Quand tu vas apprendre une langue, on te dit pars 3 mois dans le pays et plante-toi à la survie et n'écoute pas les règles de grammaire. Parce que quand tu étais enfant, ta mère t'a pas appris des règles de grammaire. T'as juste écouté, répété et tu voulais quelque chose et tu te débrouillais. Ben là, c'est exactement pareil. Quand j'ai lancé mes vidéos, je savais pas monter non plus. Et vraiment, il y a des vidéos, j'ai mis 5 heures, c'est des trucs que je ferais en 10 minutes parce que je connaissais même pas les possibilités du logiciel. Mais c'est du besoin que naît ta recherche de compréhension, et cette recherche de compréhension, elle est imparable parce que ça a été un besoin, j'allais dire vital, mais tu vois ce que je veux dire. Ouais, c'est une souffrance un peu quand même, quoi. En tout cas, tu n'as pas lu quelque chose où à tel moment on t'apprend à faire ça. En fait, tu as appris à faire ça parce que tu en avais besoin et donc il a fallu trouver une solution. Et tu as cherché la solution toi-même, tu l'as trouvée, donc elle est ancrée pour toujours. Tu n'as pas besoin de réviser ça, tu n'as pas besoin de comprendre ce qu'il y a derrière puisque c'est toi-même qui as fait ta propre méthode à ce moment-là. Donc cette recherche de données personnelles est un peu casse-gueule, certes. Donc il faut vraiment signer un accord avec son ego, tu vois, de te dire tiens, toi tu restes en vacances, tu vois, et puis moi je vais faire mes trucs. Et l'ego, tu le remets en place après quand tu veux augmenter en qualité, quand tu estimes avoir compris un petit peu l'environnement dans lequel tu t'étais lancé en apprentissage et que tu veux upgrader ça, quoi. Et même différence, les podcasts au début quand je les ai lancés, c'était tous le même titre, pas de description, pas de vignette, pas le temps pour ça, et pas nécessité. Cet extrait est pépite, je vais vous dire, tout l'épisode est absolument génial. Si vous voulez l'écouter en entier, il est disponible sur YouTube. Je vous mettrai le lien dans les notes à la fois sur YouTube et sur le podcast pour que vous puissiez y accéder. Franchement, ça vaut la peine, c'est pas très long en plus et on y apprend énormément de choses sur d'autres thèmes et notamment sur sa vision de l'échec et comment réussir à rebondir. Et voilà mes chers amis, on arrive à la fin de cet épisode un peu spécial que je vous ai fait un peu comme une compilation, comme un best-of de mes meilleurs moments de podcast en 7 ans de podcast avec tous mes invités les plus exceptionnels les uns que les autres sur le thème de la smartitude, comment devenir plus intelligent, comment développer son esprit critique, comment faire en sorte d'être une meilleure version de soi-même. C'est un peu différent comme type d'épisode, donc je serais très curieuse de savoir ce que vous en avez pensé. Personnellement, j'ai pris du plaisir, premièrement, à redécouvrir ces épisodes, à les réécouter en entier. Et vous savez, c'est un peu comme un bon livre, un podcast, je trouve, quand il est vraiment bien et quand vous avez vraiment de la valeur, si vous le réécoutez à d'autres moments, et ben vous en tirez d'autres expériences. Et même pour moi, j'ai certains de ces épisodes parfois qui dataient donc de 2020-2021, en les réécoutant, je pense que j'en ai tiré de nouveaux enseignements qui me correspondent à moi, Pauline, maintenant. Donc je serais très curieuse de savoir ce que vous en avez pensé. Et puis bien sûr, si jamais cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le diffuser aussi largement que possible autour de vous, sur YouTube bien sûr, sur Instagram, sur LinkedIn. Vous le savez, ce podcast et cette chaîne YouTube, ils vivent grâce à vous. Je n'ai jamais fait de publicité. Je suis auto-entrepreneur sur le sujet, on va dire. Et donc, je fais en sorte de le diffuser aussi grâce à votre bienveillance et à votre gentillesse. Donc, si jamais vous avez 2 minutes à perdre et surtout qu'un épisode ou un extrait vous a plu, eh bien, n'hésitez pas à le partager. Je suis sûre que ça apportera beaucoup de valeur aux personnes autour de vous. Dites-moi aussi en commentaire sur YouTube ou sur mes réseaux sociaux ce que vous en avez pensé. Je serais curieuse de savoir si vous avez envie d'avoir plus d'épisodes de ce type, ou si jamais, franchement, ça vous intéresse pas plus que ça, franchement, sentez-vous libre de me dire la vérité. On gagnera tous beaucoup de temps. Merci pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.